Imaginez ça, le navire de guerre le plus puissant jamais construit est à l'arrêt. Pas à cause d'une panne, non, il attend. Et ce qu'il bloque, ce n'est pas une autre flotte, mais une menace qui a, en fait, complètement changé les règles du jeu en mer. C'est ça, le paradoxe qu'on va explorer aujourd'hui. Comment les navires les plus redoutables du monde se retrouvent forcés de reculer. Alors, de quoi parle-t-on concrètement? D'un seul porte-avions de la classe Ford. Son coût de construction, 13 milliards de dollars. C'est juste colossal. On parle d'une véritable forteresse flottante, le symbole même de la puissance militaire américaine, un trésor national. Mais voilà le problème. Malgré ce prix exorbitant, cette merveille de technologie est aujourd'hui incroyablement vulnérable. Elle est tenue en respect, pas par un adversaire plus avancé, mais par une menace beaucoup plus simple et surtout bien moins chère. Et ça, bien sûr, ça amène une question essentielle. Alors comment est-ce possible? Comment en est-on arrivé là? Eh bien la réponse se cache dans une nouvelle génération de missiles, dans un calcul mathématique assez brutal et dans une technologie que les défenses, eh bien elles n'arrivent tout simplement pas à suivre. Allez, on décortique ça ensemble. Ok, la première pièce du puzzle, c'est un missile avec un surnom assez particulier, le Squirter. C'est comme ça que les analystes l'appellent. Et ce nom, qui veut dire jaillir, nous dit déjà tout sur son principal avantage, son atout mortel. Alors attention, ce qui rend le Squirter si dangereux, ce n'est pas forcément sa puissance ou sa portée. Non, son vrai point fort, c'est sa vitesse de déploiement. On parle de missiles mobiles à combustible solide. En clair, ils sont prêts à faire feu en un clin d'œil. Pour bien comprendre, il faut voir la différence. Avant, on avait des missiles à combustible liquide. Il fallait des heures pour les préparer. Ça laissait tout le temps aux satellites de les repérer et de les détruire avant même qu'ils ne décollent. Aujourd'hui, avec les Squirters, c'est une autre histoire. Ils sont sur des camions et en moins de 30 minutes, ils sont prêts à partir. Le temps que les systèmes de détection les trouvent, le missile est déjà en vol. Ça rend toute la stratégie de surveillance américaine presque inutile. Et cette vitesse, eh bien, elle débouche sur un problème stratégique encore plus grand. Un mot qui fait trembler les états-majors, la saturation. L'idée, c'est d'envoyer tellement de missiles en même temps que les défenses sont tout simplement débordées. Regardons un scénario concret. Un groupe aéronaval américain, donc le porte-avions et les navires qui l'accompagnent, dispose, disons, d'environ 72 missiles intercepteurs. En face, l'Iran pourrait lancer une salve de 200 missiles. Le calcul est vite fait, n'est-ce pas? Il n'y a tout simplement pas assez d'intercepteurs. Les défenses sont saturées bien avant d'avoir pu gérer la moitié de l'attaque. C'est une question de batte et les maths sont impitoyables. Et puis il y a l'aspect financier. Un seul missile intercepteur américain, un SM-6, c'est plus de 4 millions de dollars. En face, un missile d'attaque iranien coûte une fraction de ce prix. C'est une guerre d'usure économique. On ne peut pas éternellement échanger des intercepteurs à 4 millions contre des missiles qui coûtent bien moins cher. La défense s'épuise, financièrement et en munitions, beaucoup plus vite que l'attaquant. Cette citation de Marco Rubio résume parfaitement le problème industriel qui se cache derrière. L'Iran qui produit plus de 100 missiles par mois face aux États-Unis qui ne peuvent sortir que 6 ou 7 intercepteurs. L'écart de production est vertigineux. Dans un conflit qui dure, ça veut dire une chose, les stocks américains d'intercepteurs fondraient comme neige au soleil, laissant les porte-avions complètement à découvert. Et si vous pensiez que le tableau était déjà assez sombre, attendez de voir la suite. Une nouvelle catégorie d'armes entre en jeu, et elle risque de rendre les défenses actuelles totalement obsolètes. On parle bien sûr des armes hypersoniques. Mach 15, c'est la vitesse annoncée du missile hypersonique iranien, le Fatah. Pour se donner une idée, c'est 15 fois la vitesse du son. À cette allure, le temps qu'un système de défense pour réagir, pour le détecter et tirer, on parle de quelques secondes. À peine. Mais le pire, ce n'est même pas la vitesse. Le Fatah, en plus d'aller très vite, peut manœuvrer en vol. Il peut changer de cap. Or, tous nos systèmes de défense actuels, ils sont conçus pour intercepter des cibles qui suivent une trajectoire prévisible, comme un boulet de canon. Une cible qui zigzague à Mach 15, eh bien pour l'instant, c'est la définition même de l'inarrêtable. Et bien sûr, ces missiles ne viennent jamais seuls. C'est tout l'intérêt de la stratégie. C'est une attaque coordonnée qui vient de partout à la fois. Imaginez des missiles balistiques qui plongent du ciel, des missiles de croisière qui arrivent au ras des vagues, des nuées de drones, des vedettes ultra rapides et même des sous-marins. Le but, c'est de forcer les défenses du porte-avions à regarder partout en même temps. C'est la saturation ultime. Alors, face à tout ça, la question qui tue se pose. Est-ce que le porte-avions, le roi des mers depuis 100 ans, n'est pas en train de devenir une sorte de poids mort, une cible géante et hors de prix, plutôt qu'un véritable atout stratégique?
Le modèle actuel, c'est de tout miser sur une seule plateforme, énorme et ultra coûteuse. Forcément, ça en fait une cible de choix. La marine du futur devra peut-être penser différemment. Une approche distribuée. C'est-à-dire, plus de sous-marins, bien plus discrets, des plateformes sans pilote, des navires plus petits mais plus nombreux. L'idée n'est plus de se défendre en étant une forteresse, mais de survivre en étant dispersé et difficile à trouver. Et il y a un autre souci, un problème logistique qui paraît simple mais qui est en fait un cauchemar. Imaginons que le groupe aéronaval survive à la première attaque. Super, sauf qu'il a tiré tous ses intercepteurs. Et après, il faut recharger. Mais recharger des silos de missiles en pleine mer sous la menace, c'est quelque chose qu'aucune marine ne sait faire aujourd'hui. Donc le navire est obligé de faire demi-tour et de rentrer au port pour se réarmer. Pendant ce temps, il ne sert plus à rien. Tout ça nous amène à une question de fond sur la capacité d'adaptation. Quand toute votre doctrine militaire, tous vos budgets, toute votre industrie sont tournés vers le porte-avions depuis près d'un siècle, est-ce qu'on peut vraiment changer de cap assez vite? Surtout face à une menace qui, elle, évolue à une vitesse folle. En fin de compte, la fin de l'âge d'or du porte-avions ne ressemblera peut-être pas à une scène de film avec une explosion spectaculaire. Non, elle est peut-être déjà en train de se produire, silencieusement. Elle se mesure par la distance de plus en plus grande que ces géants des mers doivent garder des côtes ennemies. Une sorte de retraite forcée, invisible, qui est en train de redéfinir non seulement la guerre sur mer, mais carrément ce que veut dire projeter sa puissance au XXIe siècle.